Euh, si vous voulez bien, vous pouvez un peu nous dire qui vous êtes, est-ce qui vous intéresse, comme ça nous connecte aussi avec vous et ça nous, ouais, on peut un peu mieux répondre aussi à vos questions spécifiquement. Donc, quand vous vous présentez, c'est intéressant aussi où vous vous trouvez, comme ça on sait aussi un peu localement. Et peut-être si c'est pour la formation en présentiel ou la formation en ligne qui vous intéresse. Voilà. Qui a envie de nous partager un peu de vous? Je peux me lancer? Bonjour. Donc, Nathalie, je suis à Bruxelles, donc intéressée par la formation en présentiel. Hmm. Et ben, de base, ici, je suis juriste, mais voilà, avec un parcours extrêmement difficile depuis toujours. Ouais. Et ici, depuis une grosse année, donc j'ai fait une thérapie psychédélique qui m'a fait totalement envoyer, mais donc qui a ouvert beaucoup de portes et qui m'a fait découvrir les thérapies corporelles. Donc Hmm. la somatic experience, TRE, et cetera, les dissociations très, très fortes, enfin et le trauma complexe, enfin bref, tout ça, donc je suis dedans et hem et en parallèle, enfin voilà, donc je suis en train de parcourir le chemin de guérison et en parallèle en train de me poser des questions sur le sens de mon boulot et donc Hmm. je me suis dit que la formation, quoi qu'il arrive, intéressante, que ce soit pour un boulot futur ou pour moi. Ok. Voilà, Merci et bienvenue. merci. Oui, bonjour. En fait, je viens juste en tant que un des premiers spectateurs aujourd'hui soir. En fait, j'ai une entreprise de conseil de gestion et ce serait plutôt dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Parce que voilà, nous sommes souvent amenés à faire du coaching de chef d'entreprise et d'intervenir dans du change management. Et voilà, ce qui m'intéressait principalement, en fait, c'est votre formation en présentiel. Ok. Super. Merci. Moi, je vais me présenter. Donc, je suis Déborah. J'ai une formation de bibliothécaire documentaliste, donc qui n'a pas grand-chose à voir avec la formation que vous proposez, mais ça m'intéresse beaucoup depuis toujours. Et donc, j'aimerais éventuellement diversifier mon activité voilà, voir un petit peu c'est quoi la définition aussi d'un psychopraticien. J'habite près de Bruxelles et moi, ce serait plutôt aussi en présentiel. Ok. Très bien. Merci. Ah oui, j'avais aussi une question peut-être, mais bon, c'est une question secondaire, puisque la législation a complètement changé au niveau du statut de psychothérapeute et je veux dire, Oui. quel est le rôle qu'on peut aborder de façon officielle? Voilà, à la sortie de votre formation, je veux dire, sous quel titre peut-on professer et avec quelle qualité? Et aussi, vous annoncez sur votre site internet qu'on peut faire un master, mais là, je comprends pas non plus très bien, parce qu'un master, c'est un titre, Ok. c'est un titre académique. Non, Donc, je comprends. Oui. donc voilà. Je vais parler de ça. Très bien. Oui, merci. Merci. Anthony, peut-être tu nous dis quelques mots de toi. Quelques mots de moi. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, voilà, moi, au départ, je suis toujours instituteur primaire. J'ai fait la formation IEPRA en présentiel, donc, durant les 3 années. Et là, donc, depuis un an, je suis assistant. J'étais assistant des premières années. Et j'ai eu la chance également d'ouvrir mon cabinet et de pouvoir vraiment pratiquer, pas à plein temps, mais 2 jours semaine avec mes clients.
Donc voilà, moi, c'est vraiment une formation qui a réellement changé ma vie, changé ma manière de voir les choses. Et puis voilà, un petit peu voilà mon parcours tout simplement. Merci. On va avoir la possibilité après de parler un peu plus. Et Claude, tu veux nous dire un peu de toi? Donc, moi, c'est Claude. Ben, ça fait depuis presque le début de IPRA que j'assiste l'équipe de formateurs et superviseurs et les étudiants dans tout ce qui concerne le support informatique qui, vous imaginez, ont une place assez importante dans notre vie d'aujourd'hui. Donc, c'est le site Internet, mais c'est aussi la mise en place et le suivi sur la formation en ligne, les newsletters, les réseaux sociaux. Voilà, donc je m'amuse bien et c'est très varié. Merci Claude. Bon, moi je suis donc Ulrike Weissenbacher. Comme mon nom le dit, ça fait très longtemps que j'habite à Bruxelles, presque 30 ans maintenant. Mais je suis autrichienne d'origine et donc ma langue d'origine c'est l'allemand. Euh, je comprends un peu l'endroit où vous vous trouvez parce que moi aussi j'ai eu une vie professionnelle très différente avant de me reconvertir. Notamment, j'ai été prof d'anglais, donc j'ai enseigné pendant 15 ans. Je me suis intéressée à la psychologie depuis mes tout débuts à l'UNIF et donc ça m'a accompagnée tout au long. J'ai fait des différentes formes d'accompagnement. Après, j'étais dans un domaine plutôt proche politique et aussi j'ai fait des études de droit. C'était droit européen, mais quand même, je suis pas juriste, mais j'ai connu ce monde et j'ai été dans ce monde-là. Et après, j'ai cherché justement, j'ai fait un cheminement également spirituel et j'ai cherché j'ai cherché des approches qui me permettaient d'un côté d'avoir l'efficacité et euh, comment dire, la structure d'un travail thérapeutique comme on le trouve chez les psychologues cliniciens mais avec une connexion plus humaniste, plus de cœur à cœur, plus quelque chose de chaleureux et de compassionnel qui me permettait aussi d'introduire mes notions spirituelles et en même temps quelque chose d'innovant qui se base sur les neurosciences et qui... est-ce que tu enregistres? Oui. Merci. Euh, qui, qui me permet de vraiment intégrer les dernières découvertes au niveau du fonctionnement de notre organisme, de notre système nerveux, de notre cerveau, pour au mieux pouvoir vraiment aider les gens, pas seulement mieux gérer ou mieux vivre avec leurs difficultés, mais réellement déprogrammer certaines choses qui ont été installées à un moment donné dans leur vie et de réinstaller un nouveau programme, si on veut, de vraiment les aider à reprogrammer leur système sur un autre niveau. Et c'est ce que j'ai trouvé au fur et à mesure dans différentes approches. Et je me suis retrouvée avec Yves Vauthier-Freyman, qui à un moment donné était mon formateur et qui lui avait une recherche très similaire à la mienne. Et nous avons alors mis nos compétences ensemble et on a créé cette approche qui fait ce que je vous décris, ce que j'ai cherché pour moi-même. Ça veut dire que une intégration d'une approche humaniste
compassionnelle qui est plus focalisée sur la personne. C'est pas symptôme, c'est pas comme les thérapies cognitives ou comportementales, mais c'est vraiment la personne qui est au centre ou la relation qui est au centre du travail thérapeutique. Et nous l'avons intégré avec des techniques de la psychologie énergétique, comme le EFT que vous connaissez peut-être, mais aussi d'autres, RIMAP, etc. Donc un travail via des points d'acupressure pendant qu'on parle pour justement pouvoir avoir un impact direct sur le système nerveux et pour pouvoir amener du calme, une expérience de calme physique dans le corps et ainsi mettre en face l'excitation, l'agitation, la peur, etc. du traumatisme ou de la difficulté enregistrée et du calme et de la sécurité dans le moment présent. Et c'est ce qui permet au fur et à mesure de déprogrammer et de reprogrammer sur une autre base. Nous avons également intégré des approches compassionnelles qui ont été développées sur base des pratiques bouddhistes qui intègrent d'un côté des formes de respiration, mais aussi toute une posture intérieure qui va être mise à disposition d'abord dans la relation du thérapeute avec le client et après du client, lui, avec son propre système intérieur. On parle de autocompassion alors. Nous avons également intégré des techniques qui viennent vraiment du travail sur les traumatismes chez des vétérans de guerre, par exemple, qui utilisent un mécanisme naturel de tremblement et qui également aident très fortement à évacuer les hormones du stress, le fonctionnement qui a été altéré suite à un traumatisme pour revenir à un fonctionnement plus écologique et plus adapté pour notre système à long terme. Nous avons intégré d'autres modalités. Vous voyez dans la multitude de choses qu'on a intégrées que nous-mêmes, chacun pour nous-mêmes, nous avons longtemps cherché qu'est-ce qui nous aide à avancer dans ce qu'on a vécu chacun de nous. Et nous avons identifié les éléments dans ces différentes approches qui vraiment nous avons identifié comme étant vraiment spécifiquement aidants à certains moments ou à certains endroits dans le processus. Et nous avons développé un processus alors qui est adapté chaque fois, qui s'adapte à la problématique, au profil du client, au profil du traumatisme, etc. Donc, je dirais, c'est une approche hautement adaptable à la personnalité du thérapeute, à la personnalité du client, à la problématique et au moment dans lequel on se trouve dans le processus thérapeutique. Alors, quoi d'autre ? Nous avons aussi cherché à mettre en place une formation qui permet réellement de se créer cette nouvelle profession, ce nouveau métier. Ça veut dire que vous allez apprendre des fondements de la psychologie, de la construction humaine, du fonctionnement de notre organisme, de notre psychisme, du développement de l'enfant et de systèmes ou de modèles d'attachement qu'on a vécu en tant qu'enfant et comment les problèmes d'aujourd'hui, de l'adulte, ont leurs origines dans ces difficultés-là et comment on doit travailler pour justement travailler dans la même manière comment notre psychisme et notre organisme fonctionnent et pas essayer de travailler contre.
Et donc, vous allez aussi avoir des cours qui sont, par exemple, la psychopathologie et la psychopharmacologie. Pas parce que nous prétendons former des psychiatres ou des psychologues, mais parce que pour nous, et je vais revenir sur la question de la législation après, ça va être plus clair quand je parle de ça. Nous avons la conviction ou la position que toute personne, tout professionnel qui est dans l'accompagnement, dans la relation d'aide, a besoin des connaissances de pathologie, par exemple, pour pouvoir identifier les limites de son accompagnement. Quand est-ce que je dois référer à quel type de professionnel? Mais aussi, comme ça permettra d'accompagner, par exemple, des personnes qui sont en traitement psychiatrique chez quelqu'un ou chez un psychologue ou un traitement médical, mais qui cherchent un accompagnement thérapeutique, de les accompagner en connaissance de cause. Ça veut dire que vous aurez une compréhension suffisante pour, par exemple, pouvoir échanger avec des psychiatres, pour être à l'aise pour échanger avec des psychologues et pas seulement pouvoir comprendre parce qu'ils ont une grille de lecture, une table de référence que vous connaîtrez, et donc vous aurez la capacité de les comprendre, mais aussi de leur parler dans leur langage, ce qui facilite vous facilite dans votre activité future de créer votre réseau de professionnels également. Mais surtout dans l'accompagnement de personnes, par exemple, des personnes qui viennent chez vous, ils viennent pas en disant j'ai été diagnostiqué avec une dépression majeure, mais pour vous, ça va être important d'identifier quand est-ce que ça c'est le cas, et alors vous pourrez orienter la personne vers un psychiatre, même si vous pouvez assurer l'accompagnement émotionnel et thérapeutique. Vous aurez aussi des cours, nous avons intégré aussi des cours sur les bases de l'accompagnement. Vous allez apprendre du début à la fin comment on construit le travail thérapeutique, la relation thérapeutique, comment on construit sur base d'un plan de traitement, par exemple, de vraiment identifier aussi quelle est la problématique, quelle est l'anamnèse, quelle est l'origine et comment je dois travailler en fonction de ça. Et évidemment, vous allez aussi apprendre ces techniques dont j'ai parlé, donc l'EFT, le Self-Emotional Balancing, qui est notre modalité de la psychologie énergétique, qui regroupe beaucoup de différentes façons de travailler et d'autres techniques, et l'approche humaniste qui est TRCC, la thérapie relationnelle centrée sur le cœur, parce que vous allez apprendre d'abord comment on travaille avec chacune de ces modalités pour après apprendre comment ça fonctionne ensemble. Nous avons également dans cette même logique, on vous demande de faire des exercices entre les modules, des travaux écrits à rédiger, mais surtout d'accompagner dans le cadre de la formation 4 clients en étant supervisé, parce que sur ces 4 clients, vous allez être guidé du début à la fin comment accompagner une personne avec cette problématique. Et vous allez aussi participer à des supervisions collectives parce que chaque fois quand on voit, vous apprendrez aussi de comment d'autres personnes sont guidées sur d'autres profils. Donc vous voyez beaucoup de profils de clients différents. Toute la formation est conçue toujours théorie et pratique ensemble.
et toute la théorie est orientée sur l'application concrète dans la pratique du travail thérapeutique. Et nous avons aussi, donc concrètement, pratiquement, c'est organisé sur 11 modules, ce sont 11 week-ends par année. Et les week-ends, c'est de 9h30 à 17h30. Ça veut dire on passe toujours samedi et dimanche, 2 jours complets ensemble. Et c'est là aussi où c'est immersif, si on veut, où vraiment 2 jours on passe intensément sur une matière à pratiquer et ça vous donne après plus ou moins un mois pour intégrer, pour travailler dessus, pour pratiquer et d'entrer dans une nouvelle matière. Ce que nous avons constaté, c'est que cette manière de travailler, comme vous allez dans la pratique, pendant les cours et dans vos exercices, on ne fait pas des jeux de rôle. Donc, on ne travaille pas sur quelqu'un qui imagine une problématique. Vous allez les uns et les autres travailler sur les réels problèmes des uns et des autres. Et donc, ça fait d'un côté vraiment, ça fait énormément avancer personnellement. Anthony va pouvoir nous parler un peu plus de tout cet aspect. Ça fait en même temps, ça vous fait travailler sur plein de problématiques différentes et ça va habituellement, ça va souder le groupe vraiment. Ce que les étudiants disent toujours, ils se sentent comme dans une famille parce que on va se connaître à un niveau où normalement dans les relations on ne se connaîtra pas. Mais aussi parce que on crée beaucoup de sécurité dans ce groupe. Il y a la confidentialité évidemment, mais aussi il y a toute la formation vous apprend aussi comment créer de la sécurité pour vous-même, pour un autre et dans votre groupe également. Peut-être, Anthony, tu veux un peu parler d'un côté de ta propre expérience en tant qu'étudiant par rapport à tout ça, mais aussi des étudiants que tu accompagnes. Oui, donc moi en tant qu'étudiant, dans la première année, en tout cas au début, c'était pas du tout évident. Ça, c'était sûr, de pouvoir s'exprimer sur nos vrais ressentis, sur nos vraies situations de vie. Et par la suite, comme dit Ulrike, c'est vraiment ça qui soude le groupe et qui nous permet vraiment d'avancer sur nos pas, sur nos traumas, sur tout ce qui a eu besoin d'être libéré. Et, euh, et on peut vraiment voir au fur et à mesure des années que l'évolution des autres aussi, notre propre évolution, notre manière de vivre certaines situations qui est complètement différente. On peut de cette manière aussi se libérer plus facilement, sans avoir peur du jugement de l'autre ou tout ce qui pourrait tourner autour de ça. Et donc cette année-ci, moi, c'était ma première fois en tant qu'assistant également. Et j'ai pu remarquer la même chose. Et il y a quelques semaines, c'était la fin de la première année. Et on a vu, mais vraiment un groupe extrêmement soudé. On est parti manger ensemble, voilà, on a fêté cette dernière journée de l'année et tout le monde va se réinscrire la prochaine en deuxième année. Et ce qui est le plus touchant, c'est de vraiment voir l'évolution de euh, chacun durant toute cette année. Et voilà, c'est vraiment une expérience de vie un peu extraordinaire. Et Mm. voilà, c'est mon ressenti. Mm, tout à fait. Merci. Oui, Sylvia, On il t'entend, faut mettre le Sylviane. micro. Voilà. Excusez-moi. Voilà, si je comprends bien, en fait, c'est un peu comme le psychiatre qui, pour professer, doit avoir fait sa propre psychoanalyse. Euh, donc ici, le but est double, en fait, si je comprends bien. C'est effectivement d'apprendre toutes vos nouvelles techniques, mais c'est un avantage, mais peut-être aussi le danger, c'est que l'on passe également par sa propre thérapie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Oui, j'allais venir à ça. Merci, Sylviane.
Euh, Effectivement, pendant la formation, des séances de thérapie, 20 heures par année sont demandées. Et effectivement, si on veut accompagner en tant que psychopraticien quelqu'un, on a besoin d'avoir d'abord travaillé sur son propre système, parce que sinon, on risque d'être dans ce qu'on appelle le contre-transfert. Ça veut dire que on veut ou bien réparer chez l'autre ce qu'on n'a Oui. pas pu réparer, Mhm. ou bien on est trop activé et on est en réalité trop en sympathie ou trop embarqué dans l'histoire. Donc effectivement, il y a deux aspects de travail sur soi-même, sur son propre système. C'est la thérapie, mais aussi pendant la formation, puisque vous pratiquez les uns sur les autres et vous amenez une réelle situation de votre vie, euh, vous allez en même temps travailler sur quelque chose, mais aussi avoir une expérience de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est d'être accompagné de la manière que vous apprenez à accompagner des gens? Donc, ça va aussi créer toute cette confiance que vous allez avoir dans l'efficacité et la puissance de ce type d'accompagnement, de l'approche et des techniques que vous allez pouvoir alors communiquer à vos futurs clients également. Merci Sylviane pour la question. Et Nathalie a une question Oui. aussi. Merci. Mais je me demandais quand vous disiez 20 heures de thérapie individuelle, donc typiquement ici, moi j'ai déjà quand même des bagages et après de longues recherches, trouver 2 thérapeutes enfin de confiance qui m'aident vraiment. Comment se passe en fait l'interaction? Donc si j'entre ici dans le programme, je suppose, voilà, est-ce que mes thérapeutes peuvent être validés? Typiquement, c'est du SE, du TRE. Est-ce que c'est d'office sur base d'un carnet d'adresses chez vous? Enfin voilà, comment se passe l'interaction avec les suivis Et les existants? thérapeutes ont quelle approche, vos thérapeutes? C'est TRE et Somatic Experiencing Théorie polyvagale. Ouais, d'accord. En fait, nous demandons en principe la thérapie chez nos thérapeutes agréés parce que eux, ils sont formés par nous et dans la façon comment nous on travaille. Mhm. C'est souvent très différent, même si, par exemple, des éléments de Somatic Experiencing ou de la TPV ou de TRE sont intégrés dans notre approche, mais on travaille différemment avec. Et Mhm. donc, la thérapie est en même temps didactique. Ça veut dire que le thérapeute va être un modèle pour vous, comment on travaille avec cette approche. Et il vous permet aussi de faire l'expérience de ce que c'est, comment accompagner à différents endroits avec cette approche. Ça sera individuel. On pourra voir quel nombre d'heures on pourra reconnaître de thérapies que vous faites en TRE ou en TPV, etc. Mais ça sera un nombre limité parce que l'important, c'est aussi d'expérimenter tous les outils que nous utilisons. Donc, les thérapeutes savent qu'ils doivent aussi faire des séances complètes avec un outil, avec un autre outil, pour que vous ayez cette expérience-là. Et ça vous aide dans votre apprentissage, en fait. Hein. La thérapie fait partie de l'apprentissage de la pédagogie. Ok, oui, donc ça dédouble totalement le. Et je suppose que il y a une C'est liste à des voir thérapeutes ensemble agréés. pardon, c'est à voir ensemble si réellement ça dédouble ou si qu'est-ce qu'on mettrait en place. Donc ça serait à voir individuellement. Ok. Pardon, j'ai interrompu. Non, non, c'est bon. J'ai pas entendu la deuxième question. Non, mais je me demandais juste s'il y avait. Ça, c'était plus dans un aspect très, très pragmatique. Et ben, voilà, vu que j'ai mon suivi existant, le coût de la formation qui est quand même certain, plus les formations individuelles à budgéter. Oui. Vous disiez 20 heures, ce sont les tarifs classiques dans les 70 euros de la séance ou on sort de cette fourchette habituelle? Ça dépend du thérapeute. On a des thérapeutes, on a des tarifs entre 60 et 90 euros. Ok. Et vous choisissez les thérapeutes. Euh, ce que les étudiants qui sont dans une situation comme ça, ce qu'ils font,
c'est que parfois ils font une pause chez les autres thérapeutes pendant la formation ou ils font un nombre diminué chez les thérapeutes actuels pour avoir la formation, la thérapie formative ou on trouve une solution en fait, hein, en fonction de ce qui est bon pour le système, pour votre système et pour vos possibilités. Ok. Ça, on en discutera individuellement. Rendez-vous individuel. Ok. Merci. J'ai la réponse à ma question aussi. D'accord, très bien. Alors, Déborah, Trop. Oui, mais du coup, vous avez répondu parce que je me demandais si ces coûts-là étaient supplémentaires oui. au coût de la formation. Donc, voilà, c'est bon. Donc, les heures de thérapie et les heures de supervision, ça c'est supplémentaire parce que c'est chez les thérapeutes Oui, d'accord. et chez le superviseur. Pour les supervisions, nous avons fixé un tarif préférentiel de 70 € pour les étudiants, pour les supervisions dans le cadre de la formation. Et c'est combien d'heures de supervision par année? Euh, donc, les clients sont à prendre en charge. Il y en a 4 sur toute la durée, 2 en deuxième année et 2 en troisième année. Ah Donc, oui, ok. 4 clients et 2 supervisions par client. Ça fait 8 en total sur la deuxième et troisième année. Ok. On peut dire 4 supervisions en deuxième et 4 supervisions en troisième Oui, année. c'est ça. Donc, ça fait 8 au total. Ok. Donc, ça va. Merci. Alors, je reviens à la question de la législation. Donc, effectivement, comme Sylviane, vous avez bien dit, la situation légale a changé en Belgique avec la loi sur la psychothérapie. Euh, Initialement, notre formation avait été créée pour former des psychothérapeutes. Ça, c'était initialement ce qu'on faisait parce que Yves avait déjà une autre école avant et moi j'étais formatrice dans cette autre école et là on formait réellement des psychothérapeutes. Quand la loi est passée, nous avions alors le choix ou bien de nous dire ok on forme des psychopraticiens, on réduit et on facilite et on fait quelque chose de plus léger, plus rapide, etc. Nous avons fait le choix de garder la même qualité de formation et la même durée de formation. Parce que nous avons dit, si on accompagne des personnes qui sont en difficulté, qui sont traumatisées, qui vivent des choses vraiment difficiles, nous voulons transmettre et nous voulons former des personnes qui sont qualifiées et qui sont et assurer leur sécurité professionnelle à eux-mêmes et aussi la sécurité de leurs clients. Ça, c'est un choix que nous avons fait et nous l'assumons. Donc, dans ce contexte, la formation ou la législation, il n'y a pas de loi qui réglemente la profession de psychopraticien ou d'autres professions de la relation d'aide que la psychothérapie. Ça veut dire que ce sont des professions libres et il n'existe pas de cadre légal pour quel type de formation est nécessaire, quel type qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir accéder à cette profession. Mais si vous voulez vous installer en tant qu'indépendant, vous avez besoin de démontrer que vous avez une formation. Notre formation vous permet, comme Anthony est la preuve ici, elle vous permet de vous installer en tant qu'indépendante avec une activité d'indépendante en cabinet. Où vous pouvez rencontrer des limites ou des limitations, c'est si vous voulez travailler dans des institutions, parce que souvent les institutions préfèrent des psychologues.
Et donc, ça dépend. Mais par exemple, nous avons une étudiante qui a fait notre formation et qui était déjà active un hôpital psychiatrique. Et elle travaille maintenant et l'hôpital psychiatrique commence à intégrer ce qu'elle a appris chez nous. Donc, ça dépend après des contacts et de l'énergie personnelle. Si on veut travailler avec des associations ou dans des institutions, si on sait convaincre de ce qu'on a et de ce qu'on sait faire, on peut tout à fait être aussi accepté pour travailler dans un cadre comme ça, mais ça sera plus individuel, différent individuellement. Vous avez aussi la possibilité, ce que la référente de l'école, Laurence Reynaud, qui est en France, près de Lille, ce qu'elle a fait, elle travaille avec des médecins et des psychologues. Et elle a des psychologues et des médecins qui lui envoient leurs patients. Et donc, elle, pour son activité, d'abord, ça s'est très rapidement développé. Mais deuxièmement, elle a aussi une couverture pour des clients qui ont peut-être des pathologies un peu plus lourdes. Elle est couverte légalement par ces médecins qui lui envoient leurs patients. Donc, ça, c'est vraiment après votre initiative, ce que vous souhaitez mettre en place, comment vous communiquez et comment vous construisez votre activité. Dans tous les cas, notre formation est conçue pour que vous puissiez, quand vous sortez de la formation, débuter ou lancer votre activité professionnelle. Il y a des étudiants qui le font déjà pendant la formation, ce qui est possible aussi, mais la certification sera à la fin des 3 ans. Nous avons intégré pour cela aussi des modules de communication et de marketing pour vous guider aussi dans la communication, comment on se crée une niche, comment on travaille sa visibilité, sa notoriété, sa crédibilité, etc. Et comment on fait venir les premiers clients, comment on construit son cabinet. Donc, tout ça, ça va être intégré aussi dans la formation. Parce que, mine de rien, c'est un besoin aussi des thérapeutes de se faire connaître. Claude. Oui, je voulais juste préciser une petite chose. J'ai vérifié sur le site internet. Effectivement, hein, il y a un endroit où on parle de master. Oui. Ça ne concerne que la formation en EFT. En EFT, on a 3 niveaux et le troisième niveau permet d'avoir une certification qui est reconnue par EFT Universe, qui est un organisme de certification à un niveau plus large. Maintenant, effectivement, depuis que dans le monde académique, il y a déjà quelques années, on a renommé un peu les structures en disant le bac et le master, ça peut prêter à confusion. Mais voilà, comme ça, je donne la précision. En aucun cas, on propose un master Ouais. en psychothérapie, quoi. Merci Claude, ouais. Merci. Et juste encore une chose, quand vous parlez de certification, c'est une certification de psychopraticien. Ce n'est en rien une certification de psychothérapeute. On ne peut plus utiliser, qu'on ne peut plus mettre sur sa plaque à côté de sa porte de rue. C'est ça, en fait, hein? Tout à fait, c'est ça. On ne peut pas s'appeler psychothérapeute, on ne peut pas traiter la dépression, guérir de quelque chose, etc. Mais on vous enseigne aussi tout le langage, quelle est la terminologie que vous pouvez utiliser qui est légalement permise. D'accord. Et aussi, effectivement, vous ne pouvez pas vous appeler psychothérapeute, mais vous pouvez vous appeler psychopraticien, praticienne, ou vous pouvez aussi donner tout autre nom à votre activité. Ça peut être l'accompagnement, la relation d'aide, vous pouvez aussi définir une niche et vous accompagner dans cette niche. Donc tout ça, là, on va vous aider à créer ça pour vous. Merci. Nathalie, la question est, mais pour l'accès aux diverses formations, c'est bien reconnu. Oui.
Mais en fait, j'ai vu beaucoup parce que ça fait un moment que ça me travaille. Et donc, je regardais les formations TRE, Somatic Experiencing, etc. Et en gros, à chaque fois, tous les sujets qui m'intéressaient, les formations étaient limitées à des personnes qui étaient déjà dans un contexte de relation d'aide, quel qu'il soit. Et bien moi, en tant que juriste fonctionnaire, clairement, j'y répondais pas. Mais donc, c'était pour voir un peu comment ce critère assez généralisé était appliqué par rapport à cette formation. Est-ce que globalement, vous êtes reconnu et ça pose jamais de soucis? Ou est-ce que yeah, Non, ça non, coince? on est reconnu. Si c'est relation d'aide, c'est reconnu et ça suffira. Euh, En EMDR, par exemple, le critère est que ça c'est enseigné à des psychologues et des médecins. Ok, Donc, euh, façon. mais même là, on a déjà eu des étudiants qui ont eu accès à la formation EMDR. Mais là, ce n'est pas garanti parce qu'on n'est pas psychologue en sortant de la formation. Mais pour se former en somatic experiencing, par exemple, ça sera tout à fait, vous pouvez pas poser la question, mais ça sera tout à fait suffisant parce que eux, ce qu'ils veulent, en fait, pourquoi ils demandent ça? De somatic experiencing, je ne le sais pas, mais pour TRE, je le sais. Euh, Eux, leur formation ne donne pas toutes les bases de l'accompagnement thérapeutique. Ils enseignent leur technique Mhm. et le TRE, la TRE. Mais TRE, ce n'est pas une approche thérapeutique, c'est une méthode, une technique à utiliser. Et donc, il demande qu'on soit déjà formé dans l'accompagnement de toute la prise en charge de clients pour ajouter cette technique à toute cette base-là. Et ça c'est tout à fait... Mm. Vous aurez une certification qui vous certifie, je ne sais pas exactement le nombre d'heures, mais autour de 500 heures de formation. Et ça, vous pouvez montrer à tous ceux qui demandent. Et il y aura aussi une spécification. Vous pourrez avoir le curriculum et vous pourrez montrer ce que vous avez appris et c'est très solide. Pour vous dire, nous avons comme formatrice ou comme formateur une psychiatre et deux psychologues, une psychologue clinicienne et un psychologue social. Et ils nous disent régulièrement quelle qualité de haut niveau notre formation a. Parce que c'est ce que nous avons cherché. Nous avons intégré vraiment la façon clinique de travailler de l'EMDR, comment l'EMDR fonctionne à ce niveau-là. Et, euh, et quelques bases ont été justement développées par une psychologue clinicienne. Donc vraiment, on a cherché justement à donner, à transmettre un fondement très, très, très solide et reconnu, qui peut être reconnu. Merci. Merci pour ces questions vraiment très précises et très, très utiles. J'ai encore une question parce que sur vos sites, vous présentez différentes techniques, le CEP, le TRE, euh, quoi d'autre encore, Le FT. le REMAP. Ouais. Toutes ces techniques, en fait, elles sont prises en compte dans ces différents modules que vous proposez, donc dans cette formation présentielle. Oui, tout à fait. Toutes ces techniques sont enseignées, mais il faut savoir que euh, vous ne serez pas formé à la TRE, par exemple. Nous avons intégré la TRE, mais adapté à notre façon de travailler. Et nous l'appelons d'ailleurs shaking pour clairement distinguer. Mais en fait, euh, le but n'est pas que vous soyez spécialiste dans chacune de ces méthodes. D'accord. Le but est que vous sachiez appliquer ce qui est vraiment essentiel de cette méthode dans un processus que nous, on vous propose. RIMAP, par exemple, si vous connaissez l'EFT, qui est des tapotements sur des points d'acupressure, le RIMAP, c'est une stimulation un massage sur d'autres points d'acupressure. Steve Reed a cherché EFT, Gallagher ont cherché de trouver des points
qui sont facilement accessibles. C'est pour ça que ce sont des points sur le visage. Parce que il voulait que dans un processus thérapeutique, on peut parler et facilement, tout le monde peut tapoter là-dessus. Steve Reed avec Remap avait un autre but. Lui, il voulait travailler ou il voulait utiliser des points d'acupressure sur lesquels on a fait des études et on a scientifiquement prouvé l'efficacité du point ou l'action du point d'acupressure. Et donc, il a choisi des points comme ça. Et c'est pour cela que ces points sont encore plus puissants et il faut apprendre comment les utiliser pour vraiment travailler de manière optimale pour le processus thérapeutique. Et donc, nous avons choisi ça, d'intégrer ça dans la formation à cause de ça aussi. Alors, quelle est la taille du groupe? La taille maximale est 25. On a des variations. Souvent, en première année, ils sont 18. Oui, 18. On a eu une année avec 20. Ça dépend. Mais en tout cas, la taille maximale est 25. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Sinon, je demanderai à Anthony peut-être de parler un peu de ton expérience avec d'autres professionnels dans le domaine et surtout de ton installation, comment c'est pour toi de commencer ton activité? Est-ce que tu as l'impression que ce que tu fais, ce que tu as appris, c'est reconnu? Tu peux un peu partager ton expérience. Ok. Euh, Avant ça, moi, ce que j'aurais voulu peut-être rajouter, c'est que nous encadre du début à la fin. Ça, c'est vraiment un gros avantage. On voit vraiment toutes sortes de techniques, mais nous, personnellement, en tant qu'individu, c'est pas parce qu'on va se voir une fois par mois que entre-temps, voilà quoi. Non, on est vraiment encadré du début à la fin et même après, en fait. Donc, ça continue vraiment. Les supervisions continuent. Et on n'est pas, j'ai des amis comme ça qui ont fait une formation à gauche, une formation à droite. Et puis, en fait, ils se retrouvent avec plusieurs comme ça certifications, mais sans vraiment pouvoir se lancer, sans encadrement. Et voilà, pour moi, c'est vraiment une formation qui permet d'être entouré du début à la fin. Mm. Euh, et ensuite, ce que je voudrais dire, donc par rapport donc, à mon installation, euh, Ah, ça a figé. On t'a perdu, Anthony. Mm. Ah, dommage. Bon, je vais peut-être entre-temps répondre encore à la question de Nathalie. Quel est le taux de finalisation de la formation et d'installation comme professionnel? Euh, en fait, euh, ah, Anthony, d'être de retour. je suis de retour. J'ai Alors, vu je te laisse continuer. Pardon. Je sais, je sais pas mon du coup, Ça a coupé tout de suite quand tu as commencé à parler de l'installation, donc on n'a rien entendu encore. Ok, donc en fait, au niveau de l'installation, ça a été relativement Ça coupe à nouveau. assez simple, hein. Donc j'ai contacté d'abord un Anthony, ça comptable a pour me pouvoir coupé me à déclarer. nouveau. Et après, ok, Ça coupe c'est bizarre ça. la Euh, connexion Ça de coupe Nathalie. énormément. Mais je vais juste alors faire un partage de connexion avec mon GSM. Ok. Hein, hop. Hum, Il ne trouve pas.
Là, là, là. Attends, mon Wi-Fi, il est à fond. Oui, maintenant ça semble marcher à nouveau. Ouais, c'est OK? Ça semble, oui, pour le moment. OK, d'accord. Donc, pour le moment, je reprends. Euh, donc, je disais que j'ai d'abord cherché après un cabinet, tout simplement, et j'ai pu m'insérer en fait dans une cellule qui existe, Non, ça coupe à où nouveau. il y avait le logopède, il y avait... Ouais, c'est pas Anthony, possible, ça. Anthony, je te propose que moi je Je parle vais... d'abord et toi tu cherches si tu peux rétablir une connexion Ouais. stable. Merci. Je- Alors, pour le taux de finalisation, euh, nous avons un taux très élevé parce que c'est ça notre but. On veut vraiment favoriser ou faciliter à aller jusqu'au bout de la formation, de la certification, mais aussi de s'installer. Euh, Ceux qui arrêtent avant la certification, ce sont ou bien des changements dans leur vie personnelle qui font qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Dans un cas, c'est une maladie, dans un autre cas, c'est quelque chose dans la famille qui change ou des choses comme ça. Euh, ou ce sont vraiment des changements professionnels qui font que ce n'est plus possible de suivre la formation. Les autres, s'ils n'arrivent pas à terminer après les 3 ans leur certification, on leur donne un an en plus dans lequel ils peuvent terminer tout ce qu'il y a à faire. Et habituellement, ils arrivent à le faire, on les accompagne, ils arrivent à le faire et ils clôturent avec la certification. En ce qui concerne l'installation, euh, tous ceux qui, ça dépend un peu de la, comment dire, de la facilité que chacun a pour lancer leur communication, lancer où ils sont déjà dans leur travail, sur leur confiance en eux, etc. Mais ceux qui souhaitent s'installer arrivent tous à le faire, à le réaliser. Il y a, Hmm. il y en a des étudiants qui, par exemple, au fur et à mesure de la formation, se rendent compte que finalement, c'est pas ce qu'ils veulent faire, mais ça les empêche pas d'utiliser tout ce qu'ils ont appris, ou bien dans leur profession, ou dans une petite activité complémentaire. Mais c'est plus en lien avec un processus personnel et pas parce que c'est trop compliqué ou c'est pas possible de s'installer. Peut-être une chose que je voulais rajouter, c'est pour la certification. C'est vrai que la majorité de nos étudiants ont une profession, donc travaillent, et ils font leur formation en parallèle à leur travail. Donc c'est vrai, plus la charge de travail est intense et la formation, ça peut être intense à certains moments, mais ils arrivent tous à réconcilier les deux. C'est tout à fait faisable parce que ce sont 11 week-ends, donc c'est un week-end par mois qui est planifiable à l'avance. Vous avez au début un agenda très précis sur tous les travaux qui sont à réaliser pour quel délai. Donc, vous pouvez vraiment planifier tout ce qu'il y a à faire pour l'ajuster avec vos obligations familiales ou de travail. Donc, c'est tout à fait faisable. Ça rejoint justement la dernière question que j'avais sur en moyenne, parce que je sais que ça fluctue forcément, mais donc on sait qu'il y a les 11 week-ends, mais le Le temps travail entre les à modules. réserver de manière sécure et en bon père de famille pour se dire J'ai que ça va aller. essayé de trouver un nombre d'heures avec Oui, les étudiants. Depuis des années, j'essaye d'établir ça. Et c'est très difficile à établir parce que d'un côté, il y a une grande différence pour qui c'est très facile et ça s'intègre et d'autres, ça devient plus compliqué.
il y a une grande différence au niveau de la précision et à quelle profondeur on entre dans la matière. Donc, c'est vraiment difficile à établir. On a trouvé que c'était je crois, entre 7 et 15 heures par semaine que les étudiants utilisaient. Je crois que c'est plutôt 7 heures. Et il y en a ceux qui veulent vraiment être à fond dans tout et ils mettent beaucoup plus de temps. Mais aussi, ça varie vraiment très fort entre différents moments de la formation. Et donc, établir par semaine des heures, c'est vraiment, je peux vous donner un chiffre, mais ça va être vraiment ça. Non, mais déjà ça, c'est bien, 7 à 15, bah, ça donne une fourchette, ça donne Oui, je crois que c'est plutôt autour de 7 heures par semaine et il y aura certainement des semaines où ça va être plus intense, je crois. Ok. En plus de 2 week-ends, hein, on est d'accord. En plus des week-ends, parce que idéalement, il y a les syllabes à relire, il y a des vidéos à visionner, il y a des pratiques entre étudiants à réaliser, il y a des travaux à rédiger, et surtout, pour, pour intégrer ces matières, il faut les mâcher, il faut travailler avec. Et donc, ça dépend de chacun jusqu'à quel degré on veut vraiment assimiler toutes ces matières. Parfait. Merci. D'accord? Alors, Anthony, Normalement, je on suis... réessaye. Exactement. Alors, je voudrais tout simplement dire, donc moi déjà, bon, j'avais l'avantage d'être, je suis encore instit, donc je me suis lancé d'abord, donc il a fallu que je trouve un cabinet près de la maison, et c'était un centre médical, donc en fait il y avait plusieurs cabinets qui étaient alloués, logopède, diététicienne, et ainsi de suite, et donc j'ai d'abord loué que le mercredi après-midi, et le bouche à oreille, donc j'ai distribué des cartes bah, au médecin traitant que je connaissais, à une psychiatre aussi que je connaissais, et qui au fur et à mesure m'ont envoyé des patients. Et puis le bouche à oreille a fait que je suis ensuite pris le samedi matin. Et là maintenant, bah, je suis en 4/5e en tant qu'institut et je travaille aussi le mardi parce que voilà, ça se passe vraiment bien. Et c'est une fois qu'on se lance, je pense que réellement, comme le disait Ulrike, avec tout le bagage qu'on a, jamais une fois je me suis senti ridicule ou bête devant un psychiatre ou une psychologue. Et j'ai envie de vous dire que du contraire, parce que c'est bien souvent moi qui viens expliquer ce que je fais en séance et qui, eux, n'ont pas vraiment ces connaissances. Et en fait, ils ont le retour après ben, des patients qui retournent chez eux. Et donc, ça se passe relativement bien, quoi. C'est pas vraiment compliqué de se lancer si on veut le faire. Moi, je me souviens que mon mercredi après-midi, on me demandait 50 euros pour louer mon cabinet. Et donc, je me dis, ben voilà, si je n'ai plus qu'un patient, je ne perds pas d'argent. Et puis, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et voilà comment ça se fait au fur et à mesure. Et je vous invite, et c'est là où on voit la différence, surtout avec d'autres étudiants, à en parler rapidement autour de vous, que vous prenez ces études en main, puis vous allez voir, ça va changer, mais vraiment le fait d'en parler, eh bien, même si c'est pas pour cette personne-là, mais de bouche à oreille, ben, je connais quelqu'un qui fait ça comme étude et peut-être que tu pourrais voir vers elle. Et c'est surtout ça qui fait qu'en fait, on se développe. Ouais, Voilà. tout à fait. Merci, Anthony. Et effectivement, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais par exemple, nous créons aussi une dynamique entre étudiants avec IPRA aussi. Quand il y a des étudiants qui font une communication sur les réseaux sociaux, nous, on va aller les soutenir, faire des commentaires, etc. Donc, il y a toute un mouvement autour de vous qu'on peut aussi créer si vous le souhaitez. Alors, Déborah te demande si tu es sur Bruxelles, Anthony. Donc non, du tout. Donc non, je suis sur Mons, Ouais. un peu plus loin sur Dour, pour si certains d'entre vous connaissent. Donc, j'imagine, Déborah, c'est la question si c'est aussi facile à Bruxelles qu'à Mons.
Mon expérience, c'est que avec une bonne communication et avec la bonne approche, il y a plein de monde qui ont besoin d'aide. Mm, Et je vous dis juste, en ce moment, il y a eu une étude qui a été faite euh, chez les psychiatres et chez les psychologues. Il y a en moyenne 3 mois d'attente avant qu'on puisse avoir de l'aide, même si on va très mal. Et donc, surtout des jeunes qui vont vraiment pas très bien, mais ils ont besoin d'aide et ils vont vous trouver si vous êtes présente et si vous avez la bonne proposition pour eux. Et il y a vraiment un besoin très grand et grandissant pour des professionnels euh, qui sont compétents et efficaces. Comment les gens comprennent le terme de psychopraticien? Mais très bien, en fait. Vraiment, ce que Anthony vient de dire, plus vous vous sentez aligné avec ce que vous faites et ce que vous connaissez, plus vous communiquez ça et les gens, ça, en fait, ça n'a aucune importance pour eux si c'est psychologue, psychiatre, psychothérapeute. La plupart d'eux, ils savent même pas la différence. Mais c'est vraiment ça. La plupart d'eux ne savent pas la différence. Et hier soir, j'ai une dame qui m'a téléphoné puis je lui ai demandé comment elle se sentait. Et elle m'a juste dit, ben, vous avez vraiment l'air de savoir de quoi vous parlez. Rien que le fait d'avoir eu ces explications, pouf, elle se sentait vraiment soulagée en fait. On a tellement, entre guillemets, sans vouloir faire peur, de cours qui parlent d'un peu de tout, de psychologie, de psychiatrie, qu'on sait, même si c'est basiquement, mais répondre un peu à tout le monde, à tous les systèmes. C'est ce qui va vraiment, ce qui stabilise aussi les patients. Ils prennent confiance directement avec ce que nous, on peut leur apporter, en fait. Ouais. Donc, je souhaite vraiment clarifier, c'est pas du tout pour minimiser le travail des psychologues, des psychiatres, c'est vraiment des professions très très importantes et ils prennent en charge vraiment beaucoup de gens. Euh, c'est un accompagnement très différent. Et donc, il y a des besoins pour chacune de ces professions. Mm. C'est ce que je vois, c'est ce que j'observe. Et mon cabinet, moi personnellement, j'ai maintenant mon agenda, il est rempli jusqu'à avril et je dois refuser des gens. Donc, la réalité est que les gens ont besoin d'aide et ont besoin de se sentir mieux. Si vous pouvez les aider à se sentir mieux et à vivre mieux, ils vont aller chez vous. Ils vont pas demander est-ce que vous êtes psychologue ou autre. Ils ont besoin d'avoir une réponse et un soulagement par rapport à leurs difficultés qu'ils vivent. Ouais, ce qui est même aggravé avec le Covid Oui. d'ailleurs, hein, qui Absolument. a Oui. explosé, quoi. Ouais. Justement, j'ai une question à ce niveau-là. Ouais. Là, quel type de pathologie, en fait, on peut se permettre d'approcher avec votre formation? Je veux dire, effectivement, est-ce qu'on approche des managers de société qui sont en burn-out après Covid? Est-ce qu'on approche des gens qui sont en dépression nerveuse? Est-ce qu'on approche des autistes HP ou TDAH? Je veux dire, quel type de pathologie on peut approcher? Ou bien est-ce qu'on approche uniquement des gens qui sont en détresse psychologique? Euh, vous ne pouvez pas prétendre de traiter n'importe quelle pathologie. Ça, c'est pas permis pour un psychopraticien. Mais vous pouvez axer votre communication sur un profil précis et dire que vous proposez un accompagnement et vous allez apprendre toute la communication qu'on met en place pour que ça parle à ces personnes-là et que ça va être un accompagnement émotionnel
en lien avec l'autisme, en lien avec la dépression, etc. C'est toute une façon de communiquer pour que ça clarifie. Je ne suis pas médecin et je ne traite pas la dépression, par exemple. Ça, c'est vraiment important d'apprendre cette ligne-là. Mais vous pouvez très bien cibler un public d'autistes. Seulement, vous devrez être très clair dans votre communication ce que vous proposez pour ces personnes-là. Par exemple, ça va être un accompagnement dans les difficultés qu'on peut vivre sur base de ce diagnostic ou cet état d'autisme. Anthony, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Oui, je voulais simplement dire que je n'ai jamais refusé personne, personne. Euh, et avec ce qu'on a pu apprendre, j'ai vu en tout cas, sauf si je me trompe, Lucas, mais on peut accompagner tout type de personnes sans voilà, se prétendre à bah, arrête ce médicament-là, même si le psychiatre t'a dit que, bien sûr que non. Bien sûr que ça reste en parallèle avec les psychiatres, les psychologues, et en même temps, on peut réellement, avec ces techniques-là, mais leur permettre vraiment un mieux-être, vraiment une qualité autre de vie, qui sentent vraiment accompagnés parce qu'on peut mettre en place pour eux. C'est vraiment un plus, quoi. Hmm. Et Merci merci. Anthony. Ce sont vraiment les deux, comment dire, on vient de deux côtés différents. Donc vous, en tant que praticien, vous savez, vous pouvez accompagner tout type de problématiques. Mm, Dans votre communication, vous pouvez dire que vous pouvez accompagner tout type de problématiques liées à certaines choses, mais vous ne pouvez pas dire je traite la dépression. C'est ça la grande différence entre les deux. Ça clarifie? Oui, Oh, oui, merci beaucoup. super. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, on va tout doucement clôturer. Est-ce que quelqu'un a encore besoin de quelque chose? J'ai vu que Déborah souhaitait savoir la durée d'une séance. Je... D'accord. Donc, les séances, c'est le thérapeute qui fixe la durée. Habituellement, c'est 50 minutes. Il y a des thérapeutes qui font 1 heure, ça dépend. Et on peut évidemment aussi, il y a des thérapeutes qui font d'office des doubles séances, donc des durées plus longues. Ça dépend vraiment de chacun, ce que vous mettez en place. Nous, en tout cas, ce qu'on propose, ce sont des séances de 50 minutes. Alors, merci beaucoup, c'était très chouette, c'était très intéressant, toutes vos questions que vous vous posez et de vous rencontrer, de faire votre connaissance. Je voulais juste vous dire aussi qu'on a une masterclass qu'on a appelée le défi de thérapeute. Ça va être 5 jours. Claude, est-ce que tu peux donner les détails? Donc, ce sera en janvier, du 6 au 10 janvier, 5 soirées de suite pour vous donner vraiment les bases Un d'être avant-goût. thérapeute. Pardon? Un Tu as dit? avant-goût de Un la avant-goût, voilà, un avant-goût, mais ce qui vous permettra aussi de ressortir déjà avec quelques outils euh, pratique. pratiques, voilà, que pourrez déjà utiliser pour vous ou même pour vos proches. Ce défi donc dure 5 jours, enfin 5 soirées, et c'est gratuit, c'est totalement gratuit, sauf si vous souhaitez pouvoir revoir les séances après. Là, on demande une petite participation pour l'administratif. Et avec ce petit supplément-là, si vous le souhaitez, si vous prenez le supplément des replays, vous bénéficiez aussi de la possibilité d'avoir un accompagnement de 30 minutes personnalisé. Voilà. Donc, ça se passe du 6 au 10 janvier. On va commencer la communication très, très, très bientôt. Et si ça vous intéresse, que vous voulez déjà vous inscrire,
la page d'inscription est déjà prête. Je vais la mettre dans le chat de la réunion. Voilà. Comme ça, vous pourrez déjà en savoir un peu plus et vous Voilà. pouvez même en parler autour de vous. Oui. Et ouais, exactement, c'est intéressant pour des personnes qui veulent se reconvertir, mais ça peut être intéressant aussi pour des personnes qui vivent des choses un peu de burn-out ou des dépressions ou des choses un peu difficiles. Ça peut être intéressant pour ces personnes-là aussi. Donc, vous pouvez les inviter. Déborah, merci, j'ai vu le message et c'est bon. De toute manière, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi ou avec Claude et on répondra avec plaisir à vos questions. Et de toute manière, vous êtes maintenant dans notre liste d'emails, de newsletter et vous recevrez les informations au fur et à mesure. Et ça sera un grand plaisir de vous accompagner si vous vous y décidez. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.